Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Lucie Lebaz, un caractère bien trempé, une personnalité créative. Comment Lucie a toujours incarné justement cette créativité, sa passion pour le branding, afin qu'elle ou les marques ou les personnes qu'elle accompagne brillent dans leur unicité. Tu vas voir, de ses études au stage londonien, puis un boulot en CDI qui se transforme en un véritable cauchemar, comment Lucie a pris goût à la liberté en devenant entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat a un prix. Oui, c'est dur, tu es devant des obstacles, mais si tu as un objectif qui fait sens pour toi, tu t'en fous. Avec un franc-parler et de l'humour, Lucie va t'aider à casser les codes du boring, des gens chiants, des posts Instagram qui ne font que répéter des citations vues et revues. Comment tu es quand tu es à poil chez toi dans ta salle de bain? Je sais pas, tu chantes, tu te regardes les sous de bras, tu t'auscultes, tu te souris, enfin tu vois, t'es juste toi-même. Alors oui, c'est ça, être soi-même, en toute honnêteté. Mais est-ce si simple? Je n'en suis pas sûr. Et justement, Lucie avec ses punchlines va te montrer comment être clivant et unique. Marie Ingalls, elle est adorable, mais en vrai... La petite maison dans la prairie. C'est la petite maison dans la prairie, mais en vrai, c'est l'aînée, mais on la voit pas. C'est une interview avec de la bonne humeur qui clairement m'a fait réfléchir, alors j'espère que toi aussi, ça va poser quelques petites graines qui te feront évoluer sur le chemin de ta vie. Je te souhaite une bonne écoute et n'oublie pas que sur Instagram, Oser by Nico, tu trouves les vidéos pépites de cette interview. Et puis tu peux laisser 5 étoiles, c'est ce qui permet au podcast d'avoir un meilleur référencement. Et en plus de ça, je vais te dire un secret, ça améliore ton karma. Ouais, non, je plaisante pas. Allez, bonne écoute. Salut Lucie, comment ça va? Salut Nico, ça va, merci, et toi? Bah écoute, t'avoir en face de moi, ça va forcément, parce que t'as du caractère, t'es pétillante, t'as plein de choses à dire, et je sais que tu vas faire des punchlines dans ce podcast. Écoute, dans une autre vie, peut-être que je deviendrai stand-up ou quoi, mais en tout cas, merci de me recevoir, je suis très contente d'être là. Je suis vraiment content, donc on va y aller directement et tranquillement. Allez. Si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, je suis experte en branding et coach en personal branding transformatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le branding? Alors, le branding, c'est toute une science qui va permettre à aussi bien des entreprises que des individus de se démarquer sur leur marché. Et ça, c'est essentiel quand tu te lances, mais aussi une fois que tu es lancé, puisque on t'a pas attendu, tous les produits et les offres peuvent être copiés, sont connus, enfin voilà. Donc comment toi, tu vas pouvoir te différencier, comment on va pouvoir te choisir, comment on va mieux te voir, mon enfant. Et ça, c'est ce que j'aide essentiellement à faire avec des entreprises, mais aussi et surtout avec des talents en poste, qui auraient envie d'une autre vie ou qui sont en transition, mais aussi et beaucoup des entrepreneurs. C'est bien parce qu'ici, souvent, j'interviewe des gens qui brillent dans leur unicité. Ouais. Donc, briller dans son unicité, être unique, c'est avoir un branding propre. Exactement. Des fois, dans les personnes, on se rend compte qu'elles l'ont naturellement, qu'elles n'ont pas besoin de le travailler. Ce sera une question pour après. On va peut-être pas aller trop vite là-dedans parce que j'ai plein de choses à te demander sur ta vie d'aujourd'hui. Mais justement, toi aujourd'hui, je trouve que tu brilles facilement dans ton unicité. T'as toujours été comme ça. T'as toujours eu du caractère. T'as toujours su ce que tu voulais faire. T'étais comment quand t'étais petite ou adolescente? J'étais... Et excuse-moi, oui. je vais juste me permettre de Dis-moi. rapprocher un petit peu le micro. Je rapproche le micro. Ok. Oui, pour d'accord. entendre ta voix sensuelle. Alors, quand j'étais plus jeune, déjà, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai conservé, que j'ai toujours eu. Beaucoup d'intensité, beaucoup de passion dans tout ce que je faisais. Et ça m'a suivi, ça me suit encore en fait. J'ai du mal à m'investir si je trouve pas du sens, et quand je trouve du sens, j'y vais à 200%. C'est ce qui me vaut aussi de soit comprendre quand ça ne fonctionne pas et avancer plus vite, ou alors avancer d'un grand pas. Et en fait, j'ai compris ça très tôt. Et quand j'étais plus jeune, justement, je voulais faire... alors,
à l'époque, ça se disait pas directrice artistique, je disais publicitaire. Okay. J'avais 7 ans et moi je suis née dans les années 80. Et une de mes idoles, c'était Angela Bauer, qui était publicitaire dans Madame est servie. D'accord. Et je kiffais ce personnage. J'adorais trouver des slogans, mettre en valeur des produits. Je dessinais des campagnes de pub. J'avais 7-8 ans. Ça a évolué vers l'adolescence où je collectionnais des publicités. Pareil, j'étais à fond sur la communication de Jean-Paul Gaultier. Donc, en fait, moi, les musiciens, les chanteurs, c'était pas du tout mon kiff. Moi, ce qui m'impressionnait, c'était la direction artistique, même papier, la beauté des publicités, l'intelligence qu'il y avait derrière, la manière le mécanisme de penser. Ça me faisait, mais vraiment, ça me faisait vibrer. Et j'avais 14 ans. Donc en fait, ça a commencé à faire germer en moi quelque chose qui était lié aux arts plastiques, à la communication, mais tu sais, t'es enfant, t'es ado, tu sais pas définir. Puis moi, dans les années 80-90, on parlait pas comme aujourd'hui de la communication, du digital, des arts graphiques. C'est devenu, ça s'est démocratisé bien plus tard. C'était les boîtes de pub à l'époque. Il y avait vraiment les agences en vrai. Exactement. Et puis moi, dans ma famille ou dans mon réseau, j'étais très très loin de ça. Je viens d'une famille de commerçants, absolument très éloigné du monde de la com. Pour entrer dans ce monde, il a fallu que j'y aille avec un marteau-piqueur, en fait. Donc voilà. Et c'est vrai que je m'y suis intéressée très tôt. Parce que très tôt, ça m'a chauffée. C'est marrant parce que, tu sais, j'ai souvent entendu, et je pense d'ailleurs que c'est vrai, hein, j'ai tendance à croire que c'est vraiment très vrai, que quand une personne est perdue, on lui dit « Mais qu'est-ce que t'aimais faire quand t'étais petit ?» ou adolescent effectivement, mais retrouver les goûts naturels. Enfin là, toi, c'est clair comme de l'eau de roche, finalement, de voir que le personal branding, de base, c'était inné chez toi. C'était quelque chose qui te faisait vibrer. Si dès l'enfance et l'adolescence, t'étais là-dessus... J'étais dans le branding, dans l'enfant. Ouais. Et le personal branding est venu plus tard, beaucoup plus tard, la matière humaine. Mais en tout cas... Clairement, les marques, mise en valeur des marques, singularité, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite vachement intéressée. C'est ce que tu as fait, du coup, dans tes études ? Tu es allée vers ça ? Alors, moi, j'avais aussi, et pendant longtemps, et je pense que c'est quelque chose qui nous suit et qui se travaille, un gros besoin de validation et de reconnaissance. Donc, je ne me suis pas toujours écoutée dans mes choix. Ce qui fait que vers la 3e, je me suis dirigée vers des études, on appelait ça une seconde art appliqué. Et j'ai passé un concours, je l'ai réussi, et j'ai décidé finalement de faire des études, un bac général. Donc, parce que je voulais simplement voir si ça me plaisait, mais je voulais prouver aussi à ma famille que je pouvais faire des hautes études. Je voulais un peu avoir ce rayonnement aussi. Et cette validation, cette reconnaissance. Validation des parents. Exactement. Et finalement, donc, j'ai fait un bac littéraire avec une option art appliqué, mais totalement mineure. Mais en tout cas, je voulais aussi me donner le choix. C'était aussi stratégique. Je voulais me donner le choix pour me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça après le bac ? Et en fait... L'année de la terminale, moi, les langues m'intéressaient, mais j'avais pas du tout envie d'être linguiste ou hôtesse de l'air ou hôtesse ou traductrice. Ça m'intéressait pas. Par contre, je voyais que c'était un atout pour plus tard. Mais voilà, en fait, cette idée de faire encore de la pub ou de la communication ou de la marque, ça, c'était revenu, en fait. J'avais mis ça de côté au niveau de la 3e, mais en terminale, au moment du bac, je me dis « Ah, ok, bon, vraiment, ça me chauffe ». Et du coup, je me suis dit, je vais me positionner. Et c'est là où je me suis intéressée aux écoles d'art graphique, aux écoles d'art appliqué. Et c'est là où je me suis dit, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Comment ça a été pris, ça, cette décision ? Super bien. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance, en fait. Parce que mes parents, ils étaient assez ignorants du sujet. Mais à ce niveau-là, ils m'ont beaucoup soutenue. Ils se sont dit, bon, si ça lui plaît, qu'elle fasse ça. Donc voilà, j'ai été dans les salons étudiants avec ma mère pour visiter les écoles, les différentes écoles. Je me suis intéressée qu'aux meilleures. Je voulais pas des écoles qui soient ni reconnues, ni avec une formation un peu bancale ou qui semblaient pas avoir des vrais résultats. Je voulais de la qualité dès le départ, en fait. Comme c'était pas l'université, c'était des études d'art, je voulais m'assurer que c'était
quelque chose qui allait m'emmener vers les bons rangs. Ouais. Et m'orienter vers des bons choix de carrière, en fait. Je pensais vraiment de cette manière. Donc, j'ai visé les meilleures écoles. Et donc, j'ai fait une école d'art appliqué et d'art graphique. Voilà. Ok. Voilà. Ça t'a plu? C'était... J'ai adoré. Ouais. J'ai travaillé comme une chienne. Vraiment. Je partais de très loin. Parce que je n'avais aucune culture graphique, je n'avais jamais fait de dessin à part mes jolis petits collages de magazines, mes machins et tout. Donc je partais de très loin, mais ça a été une très bonne école pour tout ce qui était comment gérer son ego par rapport à la compétition, comment gérer son niveau par rapport à son mental par rapport à la comparaison aux autres. Je suis arrivée en prépa où il y avait des personnes qui dessinaient depuis l'âge de 3 ans, dont la famille était ultra artiste, et puis moi je débarquais. Moi, mes parents n'avaient rien d'artiste, tu vois, ils m'avaient apporté énormément de choses, et dans ma tête, je me disais, mais mon Dieu, je pars d'un tellement énorme gap. Donc je travaillais doublement, voire triplement. Tous les week-ends, moi je sortais pas, hein. J'étais une étudiante, il y avait ni garçon ni sortie, j'étais dédiée 100% à mes études, ultra investie. C'était quand tu dis par rapport à l'ego, à la comparaison aux autres, c'est que tu te comparais beaucoup justement. Et ça, qu'est-ce que c'était quoi le ressenti que tu avais? En fait, je me mettais un devoir de réussir. Parce que c'était une école aussi qui était une école qui coûtait cher, en fait. C'est comme les écoles de commerce, les écoles d'art graphique, ça coûte cher. Ou alors, il y a les beaux-arts, enfin certaines écoles publiques. Mais en tout cas, la mienne, voilà, elle coûtait un certain prix. Donc, j'avais envie de leur montrer à ma famille que, ben voilà, ils n'avaient pas investi sur moi pour rien, qu'ils auraient, voilà, j'allais travailler dur pour en tout cas sortir avec un bon métier et faire une bonne carrière derrière. Donc je me mettais vachement la pression. Et puis je trouvais que ce que je produisais n'était jamais assez bien. En fait, en école, et ça te suit aussi en agence, tu es tout le temps noté, tout le temps noté. Donc forcément, tu es tout le temps tu es très bonne ou tu es une merde. Et donc, ton ego, il est comme ça tout le temps, dans un espèce d'ascenseur émotionnel qui est très difficile à gérer et qui peut parfois soit te gonfler l'ego, soit te le dégonfler. Mais en tout cas, tu es souvent beaucoup dans l'ego, en fait. Mmh. Et quand j'ai compris ça, je me souviens, j'avais eu une conversation avec ma meilleure amie à l'époque. Elle m'a dit, mais arrête de te comparer aux autres étudiants. Et je sais pas, ça m'a fait un switch. Aujourd'hui, on paye des coachs pour qu'ils nous disent ça. À l'époque, ma copine, elle me l'a dit gratuit, tu vois. Et tu l'as compris, je pense que c'est ça le plus important. Et de ce jour, je pense que c'était à la fin du premier trimestre. Non seulement j'ai travaillé, mais je travaillais déjà, mais mes résultats ont décollé parce que je me suis recentrée sur ce que j'aimais faire. Ce que j'aimais faire en dessin, ce que j'aimais faire en illustration. On te demande beaucoup de ça. Ce que tu aimais faire en composition, la question du sens, tout ce qui était art conceptuel. On te questionne énormément pendant ces études à tout ce niveau-là. Tu prépares un dossier, c'est de la prépa, donc voilà. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris en fait ce que j'aimais faire, comment j'aimais utiliser les outils. Et ça, en vrai, ça m'a été super utile pour la suite. Parce qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de me comparer et ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi et à redonner du sens à mes études. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu te prends ils sont durs, hein, je veux dire, les résultats, c'est difficile quand tu rentres dans ces écoles-là. Celles qui sont vraiment exigeantes, tu commences à 2 sur 20, t'en peux plus, t'as passé 24 heures sur ton dessin et voilà, t'as ça, c'est éprouvant. Donc, il faut quand même être animé par du sens et du plaisir, les deux choses. Et le fait d'arrêter de me comparer, eh ben ça a ramené du plaisir et du sens. Je me suis dit, en tout cas, j'ai kiffé ne plus penser aux résultats, mais se concentrer sur le chemin. J'ai kiffé faire ce dessin. Et parce que tu kiffes, tu y mets beaucoup de sens et forcément, ça se voit à l'extérieur. Et évidemment, c'est pas niable, hein, donc la personne va automatiquement te mettre une meilleure note, mais c'est juste le fruit d'un travail intérieur aussi. Et c'est quelque chose que tu dis même aujourd'hui, dans tous les cas, c'est-à-dire que là, tu l'as compris pour toi à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, tu me le disais encore juste avant qu'on enregistre, cette idée d'avoir de la joie dans ce qu'on fait, et qu'en ayant de la joie dans ce qu'on fait, on arrive à être meilleur. Et tu parlais que j'aimais bien cette idée, avoir de la joie et avoir du sens permet d'aller plus loin que ceux qui vont tous s'arrêter. Est-ce que tu peux m'expliquer cette partie-là ? Écoute, là, j'ai compris ça, j'avais 18 ans, et ça,
la vie n'a fait que confirmer cette croyance. Une croyance qui a été encourageante et non pas limitante, qui fait que à chaque fois que oui, c'est dur, tu es devant des obstacles, mais si tu as un objectif qui fait sens pour toi, tu t'en fous. Et ça a été reconfirmé à la fin de mes études, je suis partie à Londres. J'ai vécu là-bas 4 ans et demi. Ouais. Et pareil, ça a été très difficile. Ça a été encore une transition de style de vie, une transition où j'avais très peu de moyens financiers, une transition où je ne parlais pas l'anglais. Je suis arrivée avec rien, mais vraiment une vache espagnole. Ouais. Séfarade. Et je suis arrivée à Londres avec un portfolio et beaucoup de niaque. Ouais. Et tout le monde me disait au bout du 1er, 2e, 6e mois, Lucie, tu trouves pas de boulot, tu trouves que des stages. Je m'en fous, je veux rester. Je m'en fous, je veux rester. Et vraiment, les gens, ils comprenaient pas. Hein. Ma grand-mère a demandé à ma mère, mais elle est toujours à Londres, Lucie. Oui, elle est toujours à Londres. Ils savaient pas, les gens, pourquoi je restais alors que je vivais dans une colocation qui me plaisait pas. Voilà, j'avais très peu de moyens, donc je sortais très peu. Pourquoi tu restais ? Parce que je savais que c'était bon pour moi par rapport à l'objectif que je voulais atteindre. C'était quoi ton objectif ? Ouais, je voulais vivre bien à Londres. Déjà, je voulais augmenter mon niveau de vie, mais surtout au-delà, c'était pour moi le faire. C'était facile de le faire depuis Paris. C'était plus difficile de le faire depuis Londres. Et pour moi, c'était aussi le fait d'avoir une ouverture évidemment à l'international, mais de me dire j'ai réussi à le faire ailleurs, sans l'aide de personne. Et je te dis, j'avais besoin de me prouver des choses et de me dire, mais en fait, je suis capable de construire une vie à l'étranger, dans une langue que je ne maîtrise pas, où on ne me connaît pas. Je veux dire, j'ai 1 mois d'expérience, quoi. Et j'avais envie quand même de me dire, en fait, les meilleurs, ils sont là-bas, les meilleures agences, elles sont là-bas. C'est là-bas que je veux être et c'est là-bas que je veux être reconnue. Parce que je veux aussi apprendre des meilleurs. Ça veut dire que tu as réussi en 4 ans à trouver un boulot et à t'installer ? Oui. Ouais, tu as obtenu ton objectif. Alors, il faut savoir que je suis partie à Londres, j'avais quand même des stages dans des très très bonnes agences. Et ça m'a aussi encouragée. Je n'étais pas embauchée, mais j'avais des stages qui étaient rémunérés, pas follement, mais bon voilà, c'était quand même... j'avais 800 livres pour être précise et transparente. 800 livres, tu fais pas grand-chose, mais quand même, c'est sympa. C'est quasi le prix d'un loyer. Exactement. À Londres. Tout à fait. Et surtout, je choisissais que des super agences et j'étais prise que dans des super agences, en fait. Donc, en fait, ça m'encourageait. Je me disais, mais en fait, je ne peux pas lâcher. Je suis trop près de mon objectif, donc je ne peux pas lâcher. Tous les signes, ok, c'est dur, mais je m'en fous, je mange du riz, c'est ok, tu vois. Donc, je suis restée. J'ai obtenu ce que je voulais. Entre-temps, j'avais aussi fait une demande de master au Canada parce que j'avais fait un trimestre avant de partir au Canada, un semestre au Canada. Et j'ai eu la proposition de boulot à Londres et la proposition de faire un 2e master au Canada. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux refaire les études encore, 2 ans, ou alors rester à Londres, puisque ça fait 6 mois que tu tannes ton réseau pour obtenir un boulot à Londres. Je prends cette option. Je veux rester à Londres et je veux continuer à travailler et vivre à Londres. Et puis on verra. Pourquoi c'était si important de travailler à l'étranger ? Je sens chez toi qu'il y avait un côté où l'étranger te stimulait, j'ai l'impression. Ça me stimulait. Ce que j'avais vu en France lors de mes stages, à l'époque, je précise, je pense que ça a beaucoup évolué, ne m'avait pas plu. J'aimais pas la manière dont on proposait les choses, je trouvais que ça manquait de créativité, je trouvais que ce qu'on nous donnait en tant que stagiaire n'était pas pertinent pour notre évolution. Honnêtement, je trouvais que je méritais mieux et que je pouvais obtenir mieux parce que je savais que d'autres avaient obtenu lors de stages, ils avaient bossé sur des projets incroyables et tout, et ils n'avaient pas fait des photocopies ni de la recherche Google. Et je me dis, mais moi, je veux ça. Je veux ça, j'aurais ça. Donc, en fait, pour moi, c'était important de me dire que j'étais au bon endroit pour mon évolution, d'apprendre les meilleurs, que les meilleurs aient envie d'apprendre aux plus jeunes, d'être en face de bons mentors. Et j'avais pas trouvé de mentor réellement à Paris, tu vois, j'avais pas trouvé ça. Donc j'ai tenté ma chance à Londres, et parce que aussi je voulais avoir une dimension internationale, tu vois. J'ai remarqué, pour avoir vécu à Londres aussi, ce qui m'a marqué, c'était le fait que je trouvais les gens beaucoup plus
plus... Alors, j'aime pas forcément le mot, j'allais dire excentrique, mais c'est pas tant ça. Mais beaucoup plus unique. Il s'autorise plus. Voilà, exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'autorisation dans la folie, dans l'envie d'être qui l'on veut. Là où en France, j'ai le sentiment qu'il y a plus de jugement. À Londres, j'avais le sentiment que n'importe qui pouvait s'habiller n'importe comment, pouvait être comme il voulait, et que c'était tout à fait normal et accepté. Il y a des quartiers d'ailleurs très ouverts, le quartier de Shoreditch, ouvert à la créativité, aussi. Exactement. Et est-ce que tu as ressenti ça aussi, que peut-être, en tout cas à Londres, je ne veux pas dire que c'est dans le monde entier, vraiment là on parle que de Londres, mais il y avait cette ouverture sur le fait de vivre comme on veut? Alors, je pense qu'il faut quand même un peu nuancer, parce que Londres, il y a aussi beaucoup de conformisme. Je veux dire, quand tu vas chez des vieux Anglais, ça reste des vieux Anglais, de la vieille Angleterre. Je veux dire, mais en fait, on parle de Londres, on ne parle pas de l'Angleterre. Là, on parle de Londres. Et Londres, en tout cas à l'époque, avant le Brexit, c'était un moulin international et surtout européen. Donc ça brassait. Moi, j'ai rencontré des Sud-Africains, des Israéliens, des Australiens, des Américains. J'ai rencontré évidemment des Portugais, des Espagnols, des Belges. Voilà, c'était l'Europe dans une ville. Et ça, forcément, ça force l'ouverture d'esprit. Mais on a aussi cet aspect cosmopolite à Paris. C'est simplement que, je ne sais pas, culturellement, c'est vrai que l'audace, en tout cas à Londres, l'excentricité est vue comme une valeur ajoutée et on n'en a pas peur. Donc en fait, ils vont être assez leaders dans les tendances, tandis que, et je veux quand même mettre des bémols, beaucoup de Français vont être plus des suiveurs ou adopteurs d'une tendance. Pourquoi, selon toi ? Je pense que c'est culturel, je pense que c'est dans l'histoire. Je pense que après, je pense que les choses évoluent. Je veux dire, on a quand même beaucoup de créativité en France. On va pas cracher dessus. Il y a énormément dans la mode, aussi dans la communication. Les choses ont beaucoup changé. On est moins sage. Et puis, voilà, ça reste à nuancer. Il y a des super créatifs, des super créations qui sont françaises. Et ça, faut le rappeler. Tu vois. Mais en tout cas, moi, en tant que stagiaire, à l'époque, dans les agences, ça ne m'avait pas plu. Parce que ce que j'avais reçu ne correspondait pas à ce que j'attendais. Donc, j'ai été le chercher ailleurs. Et pour moi, c'était soit les États-Unis, soit Londres. L'opportunité s'est faite à Londres. C'était aussi peut-être plus près géographiquement, donc peut-être plus accessible dans ma tête. J'y suis allée. Donc là, tu fais tes expériences professionnelles. Ouais. Là, tu parles que tu es en tout cas dans des agences, dans des entreprises. Oui. Tu reviens en France, tu es dans une entreprise aussi. Pourtant, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as peut-être eu... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de donner... Parce que je ne sais pas réellement, d'ailleurs. Ouais. Il me semble que tu as eu une mauvaise expérience. Est-ce le cas ? Oui. Et pour connaître un peu ta numérologie, il me semble que la liberté est importante. C'est vrai que tu m'as fait la numéro il n'y a pas longtemps. Alors, en fait, moi, mes expériences, et maintenant je le sais, elles ont toutes été bonnes au final. J'aurais jamais dit ça il y a quelques années, mais franchement, elles ont toutes été bonnes parce que j'ai adoré mon expérience en agence à Londres parce que ça m'a fait mon éducation professionnelle. J'avais commencé un peu le freelance à Londres. Et à ce moment-là, il y a eu la crise et je suis rentrée en France où j'ai été embauchée dans une grande agence qui s'appelle Havas. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait EuroCG CNO. Et là, c'est vrai que moi, j'avais jamais eu vraiment d'expérience réelle en France à part mes stages. Et c'est vrai que j'ai eu un choc culturel à ce niveau-là. Je savais pas qu'il fallait manger tous les midis pour bien se faire voir. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup ça, qu'il y avait beaucoup de compétition en agence, entre les DA, au sein de l'équipe. J'étais pas vraiment habituée à ça. Tu retrouvais ce que tu avais connu en fait à l'école ? Oui, davantage. Exactement. Que tu avais quitté en partant à l'étranger, mais là tu retrouvais cette ambiance compétitive. Exactement, tout à fait. Tu fais le pont, mais effectivement. Et je l'ai retrouvé et donc j'ai eu cette période chez Havas qui a été une bonne expérience parce que c'était une éducation professionnelle. Mais ensuite j'ai voulu intégrer une toute petite agence où je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que ça s'est pas bien passé parce que aujourd'hui, on en parle, le harcèlement moral notamment, c'est une vraie plaie. Et à une époque, en agence, on se permettait tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à mettre des limites.
comme j'avais besoin de validation, de reconnaissance, je faisais énormément, je donnais énormément. Et du coup, après, je venais pleurer. Donc voilà. Mais bon, ça, je l'ai compris bien plus tard. En tout cas, ça c'est pas... Parce que les gens en abusaient? Ah oui, bien sûr. Parce que tu disais oui à tout? Je disais oui à des énormes nocturnes sans jamais récupérer. Tu sais, tu finis à 4h du matin, tu reviens travailler à 10h. Tu vois, t'as même pas eu 8 heures de sommeil. Mais oui, mais il faut enchaîner et tout ça. Donc c'est vrai que ça s'est passé comme ça dans cette dernière expérience. Ça a duré combien de temps? 16 mois, il me semble. Ok, donc un peu plus d'1 an. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté? Tu veux vraiment qu'on en parle? Si tu veux. Ça a été un licenciement économique. Ouais. Et qui n'en était pas forcément un, parce que moi, à la fin, je me suis rebellée. Et mon dragon du numéro 8, comme tu peux... En numérologie, encore, ouais. A fini par cracher du feu. J'ai commencé à répondre à ma boss. J'ai commencé à lui renvoyer les humiliations qu'elle me faisait. Et c'est vrai que ça c'est pas... Voilà, au bout d'un moment, t'es plus à ta place. Donc voilà. Donc ça a été la fin. C'était compliqué ou une délivrance pour toi à ce moment-là? Du jour où j'ai commencé à lui répondre, à lui montrer mon caractère, ça a été une délivrance. Parce que, en fait, du coup, je m'autorisais tout. Tu vois. Mais comment toi, qui avais autant de caractère, t'as pu te taire à ce moment-là, justement, dans cette entreprise face... Parce que je voulais que ça se passe bien, en fait. Je voulais que ça se passe bien. Tu sais, j'avais pas la conscience que j'ai de moi aujourd'hui aussi. Donc, je voulais que ça se passe bien. J'étais partie de Londres, puis de Havas. J'avais pas envie de quitter au bout de 2 mois. Je me disais, ouais, non, je veux pas un échec. Je veux pas. Mais tu ne sentais pas que t'étais... Parce que il y a cette... on dit souvent que le naturel revient au galop. Mm-hmm. Toi, si d'une base, t'avais un naturel avec un caractère fort, finalement, tu devais le mettre un peu sous terre, ce caractère. Tout à fait. Je l'ai mis sous terre le temps qu'il fallait, puis à la fin... Comment ça résonnait chez toi quand tu mettais ce caractère sous terre et que tu n'exprimais pas? Frustration, colère, tristesse, et puis une perte de foi. Et là, ça a été une alerte, parce que je me suis dit, mais en fait, ça commence à atteindre ma perte de foi vis-à-vis de mon métier. Je me dis, mais en fait, là, je prends même plus de plaisir, alors que j'adore mon métier. Je prends plus de plaisir, donc ça doit cesser. Puis j'ai eu un accident du travail, et ça a été le déclencheur pour des grosses discussions, et puis une terminaison. T'avais quel âge quand t'as quitté ce boulot? J'avais 29 ans. Ok. Ouais. Et tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire ton âge? J'ai 39 ans et 11 mois. Donc c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Et donc il y a 10 ans, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat directement? Ouais, quasiment, parce qu'en fait, j'avais été échaudée. Donc, je voulais pas remettre le tapis à envoyer des CV pour des CDI. Et donc, je me suis dit, j'avais testé le freelance, ça m'avait quand même plutôt bien plu à la fin de ma période à Londres. Je vais recréer un statut et puis je vais me lancer. Sauf que, en fait, là, j'avais pas vraiment de réseau. Donc, en fait, je suis partie quasiment de rien. Oui, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui est à la mode. Il y a même des émissions maintenant sur l'entrepreneuriat. Oui. On se demande si on va finalement pouvoir embaucher des salariés puisqu'il y aura tellement d'entrepreneurs. Il y a 10 ans, quand tu décides de te lancer à ton compte, j'imagine que t'as pas non plus 10 000 personnes autour de toi qui te poussent ou d'exemples. Non. On manque de références à l'époque, on manque de formateurs sur le sujet. Aujourd'hui, les coachs et les formateurs sur le sujet, il y en a pléthore. Il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Je veux dire, c'était le tout petit début de Instagram. Ça existait, mais c'était essentiellement pour les influenceurs et les photographes. Il y avait Facebook. Bon, voilà, donc... Qu'est-ce que je fais? Moi, je commence à faire des salons, je trouve des agents aussi, j'ai beaucoup travaillé avec des agents, beaucoup d'agences aussi. Du coup, j'ai vraiment nourri mon réseau agence, donc j'ai été une ressource pour les agences pendant longtemps. Et j'ai développé comme ça, en fait, je me suis lancée de cette manière. Tu vois, mais j'avais pas encore la notion, tout ce que j'ai pu apprendre par la suite par rapport à la valeur de ton travail, la facturation, tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Ça a été les expériences, de toute façon, par la suite. L'entrepreneuriat,
en vrai, c'est quoi? C'est se lancer et apprendre sur le chemin, puisqu'il n'y a pas de chemin tout fait. Tout à fait. Et c'est la liberté que tu acquiers, mais la liberté a un prix, en vrai. Ouais. Ça a été quoi pour toi le prix de la liberté? Le prix de la liberté, ça a été à l'époque d'accepter, comment dire, l'imprévisible. Ouais, c'est-à-dire? Quand tu es entrepreneur, tu peux faire des statistiques, tu peux avoir des KPI, tu peux mettre en place des stratégies, tu peux tenter des coups avec de la pub, avec tu vois, de la visibilité, tout ça. Tu ne sais pas si ça va marcher. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai dû m'habituer et qui au départ était évidemment inconfortable pour moi parce que ça me mettait dans une énergie de survie. Et au début, pendant longtemps, je me suis dit, mais est-ce que je vais pas reprendre un CDI? Nanana. Et en fait, je me suis habituée. En fait, quand j'ai compris que ça faisait partie du deal, j'ai commencé à l'accepter et c'était beaucoup plus facile plutôt que de me dire c'est un problème. C'est pas un problème, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Tu montes une boîte, tu ne sais pas si demain tu auras des clients. Tu sais si tu en as à l'instant T, tu ne sais pas si demain tu en auras. Tu vois. Donc c'est assez binaire en fait. Et en fait, c'est vrai que tu peux mettre les chances de ton côté, tu peux te donner les moyens comme on dit, mais tu ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que tout le monde peut se donner les moyens? Est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur? Je repars encore sur cette tendance, en tout cas, de prendre cette liberté-là, de quitter le salariat, de monter sa boîte. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, avec quand même 10 ans d'expérience, tu as dû en voir des gens arriver, partir, même dans ton domaine du branding, du personal branding? Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tu penses qu'on devient un entrepreneur ou qu'on naît en tant qu'entrepreneur? Je pense que... alors, il y a plusieurs questions. Je pense que on peut décider de le devenir à partir du moment où on signe, où on est d'accord avec le deal que ça implique en termes de conséquences et de problèmes à prendre en compte et à accepter. Et de zones d'inconfort. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une école de développement personnel, je veux dire, ça t'aide à te développer personnellement parce que tu es face à beaucoup parfois d'anxiété, à beaucoup d'angoisse, à beaucoup de doutes, et ça met en lumière plein de facettes de toi, et ça te force aussi à mettre en lumière d'autres facettes de toi. Donc si par exemple tu t'es toujours dit que tu étais un introverti, ben peut-être que l'entrepreneuriat va te pousser à mettre en avant une autre facette de toi, c'est-à-dire la personne qui finalement est à l'aise devant un micro ou sur une scène ou à écrire sur son blog. Je pense qu'on peut, entre guillemets, tous devenir, à partir du moment où on a une compétence, on peut tous le devenir et décider de le développer et de vendre les choses, mais il y a évidemment un travail interne, si ces choses-là ne sont pas claires, c'est-à-dire de savoir vendre une prestation, d'accepter de l'argent pour soi, ce qui est un problème pour beaucoup, et d'être au clair sur je ne suis pas en train d'escroquer la personne quand je vends quelque chose. Je fais un service et je reçois de l'argent en retour. Ça s'appelle simplement une entreprise. Et ça, à partir du moment où tu es au clair avec ça, oui, tout le monde peut devenir entrepreneur. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat en maintenant ces interrogations. Ça veut dire qu'ils vont mettre la clé dans le moteur, tu vois, mais ils vont appuyer sur le frein en même temps. Bah, tu peux pas avancer. Du coup, ils restent au niveau 0. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de coaching autour de l'alignement, du déblocage sur mindset, money mindset et tout ça. Pourquoi? Mais parce que si t'as encore ces trucs-là en tête, soit après, il y a des personnes qui vont se dire ok, allez, fuck les principes, je deviens un scam, je deviens un escroc, ou alors l'autre extrême, genre je vends pas parce que j'ai trop peur que mon truc il est pas valable parce que mon syndrome de l'imposteur et il me dit que ça fait 2 jours que j'ai de l'expérience donc je le vends pas, je peux pas me faire payer dessus. Tu vois, les deux extrêmes. Au milieu, il y a quand même un équilibre à trouver. Tu avais ces problématiques-là quand tu as commencé justement? Tu t'es lancé dans le grand bain? Je les avais pas. Pourquoi? Parce que, alors, j'avais d'autres problématiques, mais les problématiques de mon travail a de la valeur, je reçois de l'argent en échange, je les avais pas. Même pendant étudiante, je les avais pas. J'ai toujours su que
euh, honnêtement, quand je fais un travail, c'est bien fait et je fais du mieux que je peux et je suis honnête dessus. Donc, je dois être payée si on a convenu que je serai payée. Autrement, c'est du bénévolat. Je suis alignée avec le bénévolat et je ne suis pas payée et c'est OK, tu vois. Mais j'ai jamais eu ces tourments. Peut-être ça vient aussi, je te dis, je viens d'une famille de commerçants. Donc, pour moi, dans ma tête, un service contre de l'argent, c'est naturel, tu vois. Donc, je me suis jamais posé ces questions, tu vois. Je me suis jamais posé ces questions. Après, mettre des limites, pour moi, ça a été plus compliqué, tu vois. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore, hein, évidemment. On n'a pas fini de travailler. Mais mettre des limites, c'est-à-dire, par exemple, quand on a mis un contrat et qu'on dépasse le contrat, quand on en met plus, quand voilà, ça a été plus compliqué. Mais au final, j'ai toujours été payée je pense qu'il n'y a pas un travail qui ne m'a jamais été payé. J'ai eu parfois des mauvais payeurs, ils ont payé à la fin. Aujourd'hui, tu es donc coach en personal branding. Tout à fait. Donc, le personal branding, ça permet que la personne ou que le produit d'une personne soit dans son unicité. C'est quoi pour toi les clés pour justement réussir à briller dans son unicité, à être authentique? C'est quoi pour toi les clés fondamentales? Tal. J'ai trop de doute. Les clés fondamentales. Ouais. Je pense qu'il y a cette histoire de singularité. Quand je dis cette histoire de singularité, on en parle beaucoup. Ça devient presque un mot du tout venant, on l'entend partout et tout ça. Oui, comme les devs perso, il y a plein de mots comme ça qui deviennent qui sont galvaudés. Complètement galvaudés. Et je pense qu'il y a à revenir à cette notion de... Quand j'emprunte un code, est-ce que ça me fait plaisir de l'emprunter? Est-ce que je suis honnête par rapport à ce code-là? Est-ce que je pourrais le porter même dans n'importe quel contexte? Ça, c'est 3 questions que tu peux te poser qui vont faire que tu vas filtrer ou pas des codes que tu vas emprunter. Et c'est OK d'emprunter des codes et de te les adopter. Je pense que c'est important aussi d'être... très franc et honnête avec soi-même et très franc et honnête avec ce qu'on écrit et ce qu'on divulgue sur Internet. C'est ce qui fait que à partir du moment où tu as de la franchise, ça laisse de la granularité qui compose ta singularité. Et c'est ça qui va faire que c'est pas insipide, c'est pas chiant. On a envie de cliquer, on a envie de partager, on a envie de s'intéresser. Et donc ça, c'est un conditionnement. C'est-à-dire que quand tu as été habitué à tout lisser, moi, j'avais fait un post sur Marie Ingalls. On m'en a parlé. J'ai mon meilleur ami qui l'avait vu et qui m'avait dit le post de Lucie sur Marie Ingalls était exceptionnel. Ouais, exactement. Apparemment, il avait bien marché. Tu peux raconter justement la métaphore que tu faisais? Marie Ingalls, elle est adorable, mais en vrai... La petite maison dans la prairie. C'est la petite maison dans la prairie. Mais en vrai, c'est l'aînée, mais on la voit pas. Elle a tout bon en termes de cases. Elle coche toutes les cases, comme beaucoup de personnes qui veulent cocher les cases. Comme moi aussi, j'ai voulu cocher certaines cases. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est tellement lisse que c'est étouffé. Tu vois, on s'intéresse à qui? On s'intéresse à Laura, la petite teigneuse là, avec les tresses, et la méchante, parce que la méchante, en fait, elle se cache pas d'être méchante, elle assume d'être méchante, elle assume d'être une bitch, et en fait, c'est ce qui fait qu'elle assume sa singularité. Marie, la pauvre, elle assume pas, elle a tellement peur d'être rejetée, elle a tellement la blessure elle a toutes les blessures, elle a l'injustice, elle a l'abandon, elle a le rejet, elle a tout ce que tu veux. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, t'as de l'empathie pour elle, mais c'est tout. C'est tout ce qui... Mais est-ce qu'elle marque? Si on revient à cette notion de branding, est-ce qu'elle marque? Est-ce qu'elle marque les esprits? Non. Ça veut dire qu'il faut être méchant pour non, être dans son unicité? Absolument pas. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que dire oui ou dire non à quelqu'un, quand c'est un vrai oui, quand c'est un vrai non, ça, c'est de la franchise. Quand tu exprimes une notion de dev perso, parce que je pense à beaucoup de coachs qui se lancent sur les réseaux et qui vont balancer des citations de Paulo Coelho comme ça, out of the blue, qu'on a vu 10 milliards de fois, qui me font bâiller, alors que j'adore cet auteur, hein, c'est pas la question, mais qui sont
pénible, au bout d'un moment c'est tellement boring, sans apporter leur vision, ni même un petit détournement, quelque chose qui réveille leur créativité, qui font pas, et qu'ils arrêtent aussi de simplement se dire « Ah, ça y est, j'ai posté ça, check, c'est un job ». Ça y est, c'est le job, il est fait. Non, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur les réseaux qui me fait marrer, qui me fait un peu peur aussi. Dès lors, la peur est pas forcément négative. La peur, c'est un signe. Évidemment, la psychologie dirait, ouais, ça annonce un danger. Ouais, ça annonce un danger parce que tu es en dehors de ta zone de confort. Tu vois. Donc, mais fais-moi la danse de Paolo Coelho en Macarena, je peux te dire que c'est plus rigolo que juste me citer la citation. Tu vois. Alors, est-ce qu'il faut être méchant ou ridicule? Pas forcément. Faut être positionné. Quand tu te positionnes, tu vois, tu apportes ta valeur, tu apportes ton unicité. C'est tout ce que les gens te demandent. Tu vois, les gens, ils te choisissent pas pour forcément, uniquement, évidemment, ton produit, il doit être nickel, ton livrable doit être nickel, mais entre livrable, nickel et super pro, on va choisir qui? La personne avec qui on va connecter, avec qui on va avec qui il va y avoir une valeur de connexion et pas uniquement performative. Et quand je parle de performative, tu sais, c'est le langage performatif, c'est le langage qui, finalement, va lisser les choses, qui va fédérer tout le monde et qui va être entendable par la plupart des gens. Donc, quand on est Marine Gals, on essaye de plaire à tout le monde, on essaye de fédérer avec son langage, on essaye surtout pas de cliver. Une marque, ça clive. Une marque, ça clive. Tu prends, je sais pas moi, il y a plein de marques autour de nous, là. Tu les as choisies parce qu'elles ont un positionnement, elles ont travaillé leur état d'esprit. C'est pas des marques méchantes, c'est des marques positionnées. Apple contre Microsoft. Tout à fait. Il y a la team Apple et la team Microsoft. Et souvent, moi, je me bats avec les Microsoft parce que je dis que Apple est mieux. et eux me disent, mais non, Apple, c'est de la merde. Et en fait, il y a un truc très... oui, elles sont clivantes. C'était soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas... On peut pas dire que Steve Jobs était un méchant. Enfin, on n'est pas dans un... Tu vois, c'est pas une histoire de gentil ou de méchant. C'est une histoire de... quel est mon positionnement? Quels sont... les valeurs en lesquelles je crois et que j'ai envie de mettre en avant et que j'incarne. Est-ce que c'est pas les valeurs, justement, qui sont le plus importants? Est-ce que les valeurs ne vont pas dicter qui l'on peut être et quelles peuvent être notre unicité? Si on connaît nos valeurs, attention, je parle pas des valeurs de mes valeurs sont la paix, la bienveillance et la liberté. Je parle vraiment des valeurs quand on va chercher qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait partie de nous. Les valeurs, c'est un chemin qui peut t'aider, tu vois. Mais les valeurs, ça évolue. Et les valeurs, évidemment, t'aident à connecter avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs, tu vois. Mais, tu vois, moi, personnellement, l'humour, c'est une de mes valeurs. Pourquoi? Parce que au moins, je me marre pas avec quelqu'un, tu vois, je peux pas ni être amie avec, ni sortir avec, tu vois. Ça me saoulera, ça me ferait chier, tu vois. Donc, l'humour est une de mes valeurs. Donc, c'est pour ça aussi... dans ma création de contenu, c'est pas toujours drôle. Je veux dire, il y a des fois, c'est juste, voilà, je te raconte des choses. Mais en tout cas, la plupart du temps, j'essaye que pour moi, ça soit plaisant. On revient à cette histoire de plaisir. Et pourquoi l'humour est une de mes valeurs. Et on retrouve ça dans mes coachings. Parce que les métaphores que je vais utiliser, elles vont percuter, parce qu'elles vont faire vivre une émotion à l'autre. On parle d'émotion, en fait, en marque. On parle d'expérience émotionnelle. Tu vois, je te parle de connexion émotionnelle et pas de connexion performative. Tu vois, tout à fait. Donc, je ne cherche pas, moi, en coaching, à faire comprendre des grands concepts à l'autre. Non, je veux juste que ça percute émotionnellement pour que la personne, elle puisse évoluer. Ça me fait penser au fait que la dernière fois, je t'avais vu lors d'une conférence et tu parlais de Gérard. Yes, GG. Est-ce que Gérard n'est pas un problème à cette idée de vivre sa propre vie et d'être qui l'on veut être? Alors, tu peux présenter Gérard aussi pour ceux qui se demandent. Pour ceux qui ne savent pas qui est Gérard, Gérard, un jour est né lors d'une séance de coaching et j'en avais marre d'appeler mental, ou la petite voix. Et ou l'ego, ou ce que tu veux, tu vois. Et je disais, donc à ma cliente, je disais, bon, écoute, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, on va l'appeler Gérard. Et c'est venu du cœur. Alors, pourquoi Gérard? Gérard, il y a plein d'explications, mais c'est vrai que Gérard, c'est un membre de ma famille
Et c'est vrai que c'est quelqu'un, bon voilà, qui n'a pas toujours eu une bonne presse, si on veut juste planter le décor de l'explication. Et Gérard, c'est le cerveau. Et Gérard, c'est le cerveau. Gérard, c'est cette voix qui essaie de te protéger, de te garder dans ta zone de confort, qui va avoir des dangers partout. C'est pas forcément quelque chose de méchant, c'est quelqu'un qui essaie de te protéger, comme un bon papa, un bon père. C'est ton mental, tu vois. Mais aussi, il va te faire douter de toi pour te garder dans ta zone de confort, Gérard. C'est le mental. Voilà, tu remplaces le mental par Gérard, t'as Gérard, tu vois, t'as le mental, tu vois. Ouais. Et donc, je sais plus c'était quoi la question. Non, mais c'était de me parler de Gérard, justement, voilà, parce que ouais. Je te disais que aujourd'hui, enfin, parler de Gérard, en tout cas du mental, du cerveau, ouais. Mais il y a cette connexion à la joie, il y a les valeurs qui peuvent indiquer des choses, mais on peut connaître ces valeurs, on peut faire les choses dans la joie et on peut avoir des peurs, et le peur vient de Gérard. Qui va diriger. En plus, on a tous un Gérard très différent, malgré qu'il y ait des choses quand même assez classiques dans les peurs, mais ces doutes, ces craintes qui nous empêchent d'avancer, de faire, et des fois de procrastiner. Tu vois, on peut faire des choses dans la joie, on peut faire des choses parce que c'est aligné avec nos valeurs, et pourtant on va procrastiner. Oui, on va fuir dans le plaisir des aussi. On va fuir dans le plaisir en se disant faut que je sois connectée à ma joie quand même. Ouais, mais là, tu es en train de fuir tes responsabilités. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses dont il faut prendre conscience. C'est que Gérard n'est pas un problème. Gérard est là et il sera là jusqu'à la fin de ta vie. Donc, n'espère même pas le virer. Il est là, ok ? Il vit avec toi. C'est ton mental, il est toujours là. On a toujours un ego. Ça, c'est... Voilà. Et vouloir le descendre, c'est encore une preuve alors ce que j'appelle, c'est Louis, quoi. C'est le cousin de Gérard. C'est le mental qui essaye de chasser le mental. C'est les poupées russes du mental. Non, il faut juste être OK avec le fait qu'on a tous un mental, on est tous des humains, on a tous des peurs. Maintenant, poser de la conscience sur ces peurs et faire en sorte qu'elles ne soient pas des freins à nos évolutions, nos objectifs. Être honnête, arrêter de se raconter des histoires et de se dire, quand je me raconte ça, est-ce que c'est vrai ? Quand je trouve une bonne raison de ne pas faire le truc, une bonne raison ou une bonne excuse, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est quoi la raison au fond ? Et être face à sa vraie peur. Et là tu peux passer au-dessus de ta peur, parce que tu la regardes vraiment en face. Comment on peut connaître nos peurs ? Parce que, tu vois, j'imagine, là, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui procrastine quelque chose, qui voit qu'elle a des peurs, mais elle n'arrive pas à savoir quelle est sa vraie peur. Ouais. Il faut forcément prendre un coach, ou tu peux découvrir tes propres peurs avec un stylo, un crayon chez toi ? Je pense que les deux. Je pense que tu vas plus vite avec un coach, parce qu'un coach, quand il te pose les bonnes questions, il n'y a pas moyen de te barrer à procrastiner, de te poser les questions. Quand tu es seul avec toi-même, tu vas dire « Bon, ok, je vais poser sur mes papiers mes peurs. » Et puis, au bout d'un moment, ton mental va faire que tu vas aller chercher un chocobon dans la cuisine. Et puis, tu reçois une alerte de ton Instagram. Et du coup, le journaling, mort plié. Tu as payé 300 € une séance de coach. Là, tu vas un peu plus t'investir parce qu'il y a cette connexion émotionnelle à l'argent qui fait que t'as quand même envie d'avoir un retour sur investissement, au moins pour te dire que t'es pas un as d'avoir booké une séance et de pas l'avoir fait, ton ego qui te chatouille un petit peu, et au moins tu t'engages. Il y a de l'engagement quand tu vas voir un coach, tu t'engages. Quand tu vas voir un professionnel, dans tous les cas, et que tu payes, il y a plus de chances que tu trouves pas la porte de sortie au bout de 2 secondes, quoi. Tu vois. C'est vrai que l'engagement n'est clairement pas le même. Toi aujourd'hui, c'est quoi le problème que tu vois le plus chez les gens qui viennent te voir ? J'imagine qu'il y a peut-être des points communs sur les problématiques. Il y en a plusieurs. Il y a se faire confiance par rapport à... En fait, j'ai envie de m'exposer, j'ai envie de travailler avec cette personne, mais est-ce que je suis vraiment capable de m'exposer ? Il y a cette intellectualisation par rapport à l'exposition, l'ego qui imagine qu'on est le nombril du monde pour la planète et que parce qu'on va montrer notre tête en face cam, on va pas s'en remettre et que voilà. Juste, est-ce que moi je te coupe là-dessus, dis-moi. Parce qu'il y a une phrase moi qui m'avait fait vachement écho. C'est cette idée que chez les gens, la personne la plus importante, c'est eux-mêmes, et qu'en fait ils s'en foutent de toi. Mais bien sûr. Et les gens sont dans leur film, hein. C'est ce que je te disais l'autre soir. Oui, exactement. Mais tu m'en avais parlé aussi. Les gens, et toi et moi, on est tous dans notre film, dont on est le personnage principal. Et on
sélectionne, on a une conscience et une mémoire, je veux dire, qui est sélective. Et je veux dire, la personne qui a posté un truc tout à l'heure, même si c'était amusant, dans 2 heures ou dans 20 minutes, je m'en souviens plus. Je me souviens de, bon, je dois aller passer au pressing, je dois faire mon post, je dois venir chez Nico faire le podcast. Enfin, tu vois. Ouais. Et tu reviens très vite dans ta vie. Donc, en fait, c'est une illusion d'imaginer que, waouh, les gens vont te hater tout de suite ou vont pas te liker ou non. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un gros blocage qui se disent, ou en fait, ils se disent, est-ce que je dois vraiment devenir visible pour réussir? La réponse aujourd'hui, c'est que j'ai envie de te dire oui, parce que à moins que tu aies trouvé une solution ultra innovante, si tu es juste coach, pas plombé, parce qu'on en a besoin vraiment, il y a très peu de plombiers, mais en tout cas, si tu es coach, consultant, créa, c'est important d'être visible, bien sûr. C'est important, voire indispensable aujourd'hui, tu vois. Les gens doivent entendre parler de toi. Et ils doivent te connaître, ils doivent apprendre à te connaître. Donc, et c'est pas uniquement en postant du contenu lisse, c'est en te montrant, en t'incarnant, en t'impliquant. On parle d'implication dans l'entrepreneuriat. C'est devenu encore plus... cette facette de l'exposition sur les réseaux, elle est devenue encore plus vraie avec l'omniprésence du digital ces dernières années. Depuis le confinement encore plus, les gens sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a plein qui n'y sont pas, mais il y en a beaucoup qui y sont. Qui y sont, totalement. On peut le voir dans le métro. Enfin, pour ceux qui habitent Paris, dans le métro parisien, les gens sont... C'est ça. Enfin, quand je les vois, les gens autour de moi, souvent j'écoute des podcasts, donc je vais avoir la tête qui va partir un peu dans tous les sens et je vais pas forcément être sur mon téléphone, mais autour de moi, c'est les réseaux à 100%. Exactement. C'est du YouTube, du Instagram, du Facebook, quasi tout le temps. Même si le bouche-oreille reste, je trouve, un moyen ultra puissant pour se faire connaître, ça reste très limité. Je veux dire, tu peux pas juste dépendre du bon vouloir de quelqu'un à te recommander ou à penser à toi au bon moment, dans le bon contexte et à bien parler de toi sur ce que tu fais. Il y a aussi la retranscription de ce que tu fais. Même quand j'étais créatif, les gens ne comprenaient pas mon métier. Aujourd'hui, toujours pas pour beaucoup. Donc, si tu veux, il faut être son propre ambassadeur, tu vois. Je veux dire, et un bon proverbe, je veux dire, aide-toi, Dieu t'aidera. Donc, c'est vraiment, porte ta communication, porte ta singularité, incarne, investis et engage-toi. Engage-toi, ça veut dire, même si, regarde, on va me donner le numéro de quelqu'un qu'on m'a dit, ouais, ça c'est une bonne presta et tout. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir si cette personne existe sur Instagram. C'est drôle parce que c'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Tu m'as parlé de quelqu'un et je t'ai dit elle a un Instagram. Exactement. Tu m'as dit tiens tu devrais la voir, elle est bien pour telle chose. C'est une carte de visite. Ouais. Et je lui ai demandé son Insta. Voilà, c'est une carte de visite digitale. Si la personne n'en a pas, ça fait louche. C'est comme une personne qui n'est pas sur LinkedIn. C'est louche. Tu vois. Ça fait soit complètement déconnecté. Donc, bon, ok, pourquoi pas, je respecte. Il y a des personnes qui sont allergiques aux réseaux sociaux, soit, ça n'engage pas la valeur de leur travail, mais c'est pénible pour la personne qui a demandé le contact. Forcément, c'est pénible, en fait. Ouais. Je me dis, elle n'a pas d'Insta, elle n'a pas de machin, j'ai un 06, la nana, elle répond pas aux textos. C'est chiant, quoi, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Donc oui, bien sûr, c'est un vecteur de développement et d'engagement vis-à-vis de son entreprise. Tu es entrepreneur, expose-toi. Si toi, tu as Gérard, moi j'ai Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Quand elle a su que je te recevais, elle a été voir tes réseaux, justement, et elle a dit, oui, mais je comprends pas. Lucie, elle est coach en personal branding, pourtant son Instagram ressemble à rien. Les couleurs, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de feed carré. Son YouTube, pareil. Il n'y a pas de vignette carrée. Il n'y a pas de code. Il n'y a rien. Est-ce que le personal branding de Lucie, c'est en fait mettre n'importe quoi, n'importe comment? Alors, merci Tata Jacqueline pour le n'importe quoi, n'importe comment. Écoute, pendant quasiment les 3/4 de ma carrière, j'ai fait des chartes graphiques Bon, je vais rester polie, mais aux petits oignons. Ok, aux petits oignons. Ouais. Je veux dire, j'ai vraiment... c'est un métier que je fais très bien, tu vois.
Pour moi, aujourd'hui, quand on vient me voir, c'est pour moi. C'est pas pour mes capacités, mes compétences graphiques. Les gens, ils peuvent avoir, j'ai reçu des prix, ils veulent voir mon portfolio, mes références, et j'ai rien à dire là-dessus, j'ai rien à prouver. Aujourd'hui, tu me choisis en tant que coach pour t'accompagner en personal branding, c'est pour être toi dans ta communication. Et moi, j'adore les couleurs. J'adore quand ça part dans tous les sens, j'adore l'irrégularité, j'adore quand on n'a pas créé un feed constant, machin, une citation, un bloc, une photo, et que ça fait un parfait damier. Moi, ça m'angoisse. J'aime l'éclectisme, tu viens chez moi, il y a du mélange de design et de meubles anciens. J'aime la fantaisie, j'aime les gadgets, tu vois. Ça, c'est mon gadget préféré. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo YouTube ou la petite vidéo Instagram, en tout cas, tu viens de mettre tes lunettes violettes, vintage, rétro, moderne, je ne sais quoi. Oui. Et si tu veux, pour moi, elle est là, la créativité. En fait, c'est quand tu te libères de tout carcan. Et c'est finalement, si je dois remettre ça dans une charte graphique, pour moi, il y a tout ça en fait, c'est l'éclectisme, c'est l'aspect multiculturel, c'est l'aspect artistique, l'aspect libre, et ça me reflète en fait. Donc je ne m'oblige pas à avoir une charte graphique qui soit aux petits oignons, et même si je peux donner des allergies à tous mes anciens pairs, c'est pas grave, je m'en fous en fait, parce que j'ai su faire ça, je sais toujours le faire, mais en tout cas pour le personal branding, je mets pas ça en avant, je mets autre chose en avant, et surtout ce que je mets en avant doit encourager les gens à être eux-mêmes. C'est ça que je veux, moi, tu vois. Incarner leur singularité. Et la singularité, elle se met pas dans un carré de 10,80 par 10,80, genre bien machin nana. Comment tu es quand tu es à poil chez toi dans ta salle de bain? Je sais pas, tu chantes, tu te regardes les sous de bras, tu t'auscultes, tu te souris, enfin tu vois. T'es juste toi-même, et c'est pareil. Sois toi-même, et amène aussi ton expertise, parce que ça veut pas dire que ton livrable il doit être bidon. Ton livrable doit être béton, pas bidon. Et ça doit garantir évidemment de ce que tu vas proposer, une expérience. Tu vois, moi je propose une expérience. Quand les gens viennent il y en a plein des gens qui font du personal branding. Je veux dire, je suis pas la seule sur le marché, je le sais, c'est une évidence, surtout qu'on en parle partout aujourd'hui. Je sais que les gens qui viennent aujourd'hui pour moi, c'est les gens qui vont kiffer de travailler avec moi, avec qui je vais bien travailler, et qui vont aussi beaucoup plus s'impliquer, parce qu'ils vont pas se dire alors là, elle a changé de mantra, elle a essayé de me juger. Tu vois, on va être sur autre chose, on va être sur une connexion, encore une fois, qui est émotionnelle, et les gens sauront pourquoi ils m'ont choisi, moi, et pas Jacqueline, tu vois. Tout à fait. Tu vois. Tata Jacqueline, si tu te reconnais en tout cas dans ce que dit Lucie, tu peux aller la voir justement pour aller casser tous tes schémas préfets. Exactement. Moi, c'est ce que j'encourage mes clients à faire. Et ils le vivent très bien. Au début, c'est un peu difficile. Il y a Gérard qui pointe le nez en disant « Ouais, tu devrais pas, machin. T'as vu, machin, qui coach sur Instagram. Elle dit qu'il faut avoir un feed hyper régulier, hyper beau, machin, nana. » Ouais, moi, je casse toutes ces règles qui sont pénibles et qui font que ta création de contenu, elle tient pas le long terme, parce que ça devient une corvée, hein. Ça devient une prison. Ça devient une prison, ça devient une corvée. Moi, je veux encourager à ce que ça soit un espace de création et de créativité. Moi, je viens du monde de joie. Et de joie. Exactement, et de plaisir. Et c'est une cour de récré, tu vois. Et ça devrait pas être autrement, tu vois. On arrive à la fin du podcast et j'ai une dernière question. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Waouh. De plus grand. Il y a eu plusieurs choses, hein, quand même. Je pense que partir à Londres sans filet de sécurité, c'était déjà à l'époque une énorme chose. J'avais vraiment... Il m'a fallu beaucoup d'audace pour y aller, parce que j'avais vraiment zéro filet de sécurité et je pensais vraiment pas rester des années comme ça.
me lancer dans l'entrepreneuriat alors que je venais d'avoir une mauvaise expérience et je me suis dit ouais, ça se trouve ça va planter ma réputation sur le marché, plus personne voudra me donner de travail, je vais passer pour une fille ingérable avec qui c'est impossible de travailler, et j'ai eu tort parce que on a beaucoup voulu travailler avec moi, on veut travailler avec moi, et donc c'est toujours se donner raison par rapport à son instinct. Et le troisième, c'est oser réorienter mon activité vers le coaching. C'est quelque chose, si tu veux, où moi, j'ai pas été formée au coaching. Donc, c'est mon expérience, tu vois, humaine, mon expérience de femme, mon expérience de créative, mon expérience d'entrepreneur, et mon expertise qui font que je propose ces services-là, tu vois. Et pour moi, ça, c'était audacieux parce que, évidemment, le coaching est une compétence, mais moi, je n'ai pas de diplôme là-dessus, de certification là-dessus. Et pour moi, c'était quand même, c'était quand même gonflé, tu vois, de mettre le mot coach. Et ça m'a mis du temps avant de l'assumer parce que je me disais, ouais, est-ce que c'est vraiment du coaching? Et en fait, je me disais, mais en fait, ce que je fais, c'est plus que du branding. J'aide les gens aussi à être à l'aise avec eux-mêmes vis-à-vis de leur image, vis-à-vis de l'exposition, à faire s'envoler des syndromes qui les freinent, type la page blanche, type syndrome de l'imposteur, type peur du rejet. En fait, finalement, tout est lié parce que comment tu veux demander à quelqu'un de faire un bon personal branding s'il est empreint de freins comme ça, tellement bloquants, tellement sclérosants. Et pour moi, ça faisait que sens, en fait. Pour moi, le personal branding, et c'est pour ça que je dis transformatif, c'est pas une histoire de like, c'est une histoire de d'abord être hyper aligné et être OK avec l'idée de se montrer, d'être représentant, ambassadeur de son entreprise et d'être franc avec les clients qu'on va attirer. Tu vois ? Je crois qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est un très beau message. Et je pense que c'est même pas être franc par rapport aux clients, mais être franc dans sa vie avec toutes les personnes que l'on attire. Tout à fait. Donc c'est un beau message d'unicité que tu nous as apporté aujourd'hui. Moi, il y a plein de choses qui m'ont énormément parlé. Et je sais que là, je vais tenter en tout cas de ne pas être Marie. Ouais. Tu n'es pas Marie. Et d'incarner. Non, je pense pas non plus, mais on peut. Les peurs justement, et Gérard peut être là. Donc, et j'aimerais juste mettre un peu de bienveillance là-dessus et de nuance. C'est que on a tous une partie de nous qui est Marie. Ok, et qui peut ressortir, et c'est ok. On a tous des facettes parfois de timide, on a tous des facettes de parfois je lisse pour bien paraître ou pour plaire, que ce soit à des boss ou à des clients, ou même en séduction, tu vois, d'être dans un rôle. C'est juste mettre de la conscience dessus et se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de développer ça et que ça devienne un trait de personnalité? Et de dire à la fin, moi je suis comme ça. Tu vois, c'est plutôt ça. Parce que les traits de personnalité qu'on laisse s'installer, qu'on ancre, et qu'on finisse par incarner malgré nous, ça devient notre personnalité, tu vois. Ouais. Donc c'est important de juste se dire, est-ce que je peux incarner autre chose, tu vois. Moi j'adore le théâtre, tu vois, et je faisais de l'impro à une époque, tu vois, l'improvisation. Et je trouvais que c'était un exercice vachement bien parce que, et je le recommande à tout le monde, à toute personne qui a un peu des blocages ou quoi, parce qu'en fait, tu peux incarner qui tu veux, tu vois, et tu peux te dire, mais en fait, je suis pas uniquement timide, ou je suis pas uniquement introvertie, ou je suis pas toutes les phrases de c'est ma nature, c'est machin, nan. Non, en vrai, c'est juste que jusqu'à maintenant, j'ai développé ça parce que j'y ai cru. Il y a une croyance qui dit que je suis timide. Mais en vrai, c'est juste qu'une croyance. Si je n'étais pas cette croyance, qui je serais ? Ouais. Donc on peut terminer sur cette question à tous ceux qui nous écoutent. S'il n'y avait pas de croyance, avec un peu d'audace et en osant, qui avez-vous envie d'être juste après avoir écouté cet épisode ? Exactement. Et puis faites-nous un retour en t'envoyant un message directement sur ton Instagram. Tout à fait, Insta, LinkedIn. Ouais, c'est dans la description, il y a tous tes liens. Ton Insta, de toute façon, c'est mon nom, c'est Lucie Lebaz, tiré du 6, branding. Ouais. Eh bien, parfait. Donc, de toute façon, il y aura tous les liens dans la description. Donc, envoyez un message à Lucie pour dire que vous avez dépassé votre peur et que vous avez cette audace d'être qui vous voulez. Exactement. Et de le montrer dans sa communication. Et de le montrer. On parle de communication, là. Voilà. Donc, à bientôt. À bientôt. Merci, Nico. Salut. Bye.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cette interview avec Lucie t'a inspiré. N'oublie pas d'être qui tu es sans penser au regard des autres, parce que finalement c'est toi l'acteur de ta vie et les autres ne font qu'un second rôle. Donc brille dans ta vie, brille dans ton unicité. Alors écoute, tu sais, je le répète souvent, mais franchement n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou même Spotify, là où tu écoutes ce podcast, et un petit commentaire, ça permet vraiment de faire évoluer ce podcast et moi d'avoir davantage d'invités. Si je le répète autant, c'est qu'il y a vraiment un sens à le faire. Mais tu peux aussi promouvoir entre guillemets ce podcast en partageant les stories, en story le podcast, je te repartagerai avec grand plaisir, ou partager les réels des petites vidéos pépites qu'il y a sur Instagram. Idem, ça permet aussi de faire connaître ce podcast qui, mine de rien, est tout récent. Et encore merci de voir l'ampleur que ça prend petit à petit, des écoutes de plus en plus, ça monte en tout cas, c'est crescendo, et ça c'est top, c'est que ça vous plaît d'une certaine manière. Je vous souhaite, je te souhaite, c'est vrai que je tutoie, je vous vois, ça dépend, une très bonne journée, bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand tu écouteras ce podcast, et je te dis à très bientôt, salut.